Vous aimez l'automobile? Ça tombe bien, on va avoir plein de choses à se dire. Et encore plus aujourd'hui, puisque j'ai la chance d'être accompagné de Elio Guérin. Je vais vous raconter tout de suite pourquoi il est avec nous. Il a participé au Tour Auto. Et vraiment, je frétille à l'idée d'avoir des insights à l'intérieur. Donc, Elio Guérin, expert horlogerie chez Milon. Enchanté. Qui va nous raconter un peu dans le détail les petites anecdotes, les petites choses croustillantes qu'on doit savoir. Mais avant toute chose, est-ce que tu peux nous dire en quoi consiste le Tour Auto? Alors en fait le Tour Auto, comme son nom l'indique, c'est un tour. Donc à l'avance ça s'appelait le Tour de France automobile. Donc c'est le tour de la France en voiture par des villages étapes et sur une semaine complète. Ok, et donc route ouverte, vous traversez des villages. Il y a un grand engouement ou c'est relativement uniquement lié à ceux qui participent? Alors c'est pour le coup assez impressionnant parce qu'il y a un vrai engouement de toute la France pour cet événement, parce que en plus c'est un événement maintenant historique, donc c'est des voitures anciennes, donc souvent les villageois, toutes les personnes qu'on peut croiser sur le chemin retrouvent un peu des voitures qu'elles ont pu voir par le passé, donc c'est un bonheur pour vraiment toutes les personnes sur la route et ça fédère énormément de personnes, ouais. Donc on parle de voitures. J'imagine qu'on peut pas s'inscrire avec n'importe quelle voiture. Il y a une liste de voitures éligibles. Voilà, okay, exactement. C'est comme ça. Ouais. Donc, tu vas nous parler un peu de la tienne. Ouais. Parce que tu as la chance d'avoir un modèle italien qui me laisse pas insensible. J'aimerais t'entendre sur la raison de ce choix et est-ce que ça a été ton premier tour et finalement qu'est-ce que tu en retires après cette participation? C'est vrai que pour le coup le Tour Auto c'est une épreuve qui est quand même assez exigeante, mixte, donc avec des spéciales de rallye et en même temps du circuit. Donc c'est important d'avoir une voiture qui puisse un peu tout faire, donc qui soit quand même assez puissante pour du circuit, mais qui soit en même temps assez maniable pour le rallye et pour les petites spéciales. Je t'arrête juste, fiable aussi, non? Alors oui, effectivement fiable, mais alors ça c'est la première. C'est pour ça que tu le disais. Je vais pas trop en parler. Pardon. Non, et du coup voilà, l'idée c'est que faut une voiture qui en fait coche un peu toutes les cases. Et donc l'Alpha que j'ai prise, donc c'est un coupé Bertone 2000 de 1972. Donc pour ceux qui nous écoutent, c'est le plus puissant de la gamme, non? C'est ça, c'est le dernier. Il y avait 1,3 litre, 1,6 litre, 1,8 litre et 2 litres. Ouais, t'as 1 litre 1 litre 3, 1 litre 6, 1750, 2000. Ouais. Donc en fait, c'est la dernière évolution, la dernière lancée. Veloce, GTV Veloce, c'est ça son nom complet. Okay. Donc c'est le moteur le plus coupleux en fait qui a été lancé avec un. Il développe plus de 100 chevaux. Il fait 130 de base, il fait 132. D'accord, ok. Voilà. Oui, ce qui était la définition la plus puissante. Ouais. La voiture étant assez légère, ça garantit justement sur la piste. Ouais, exactement. Ouais, c'est ça. Alors 132, donc elle a été un peu préparée. Là, on est plus aux alentours des 150. Elle a une petite préparation puisqu'en fait c'est une voiture qui avait couru à l'époque en groupe 1, qui était le petit groupe à l'époque de rallye. Donc elle a gardé un peu ses préparations d'époque. Quand tu dis elle a couru, la tienne précisément ou non, celle la mienne. Ah d'accord, ok. Voilà, la mienne. Alors elle a pas couru le Tour Auto à l'époque, mais elle a couru des événements qu'on appelle le championnat de rallye français à l'époque. Et donc c'était une petite préparation avec un moteur un peu plus pointu dans les tours, un rapport de boîte plus court et un pont plus court pour avoir plus d'accélération. Donc c'est très léger, mais ça permet quand même d'avoir une meilleure répartition sur la voiture, quoi. Tu peux t'en servir tous les jours, tu as une carte grise classique, tu peux aller au bureau et chercher. D'accord. Okay. Et c'est d'ailleurs mon unique voiture et j'utilise que ça aujourd'hui à Paris. Ah, intéressant, d'accord. OK. Alors, je vais pas travailler tous les jours au bureau avec, mais c'est l'unique voiture que j'ai et je l'utilise pour partir en week-end avec ma femme, c'est la voiture à tout faire, quoi. D'accord. Bon, revenons au Tour Auto. Tu l'as fait avec ta femme ou pas? Non. Non, d'accord. Tu veux pas le faire avec ta femme ou c'est mieux de le faire avec un pote? Il faut mieux le faire avec un pote, faut le faire avec quelqu'un avec qui t'es prêt à passer quand même beaucoup de temps de manière assez rapprochée, donc faut bien choisir la personne avec qui tu le fais, quoi. Ça dure quoi, 5 jours? Ça dure, c'est ça, départ mardi, arrivé samedi, donc ça dure 5 jours. Ok, pour tous les amoureux de la voiture, on a tous en tête les car spotters qui se lèvent à 3 heures du matin, qui vont se mettre accroupis à la sortie du Grand Palais. Alors cette année, c'était Grand Palais éphémère, je crois. Alors non, c'était pas Grand Palais éphémère, c'était Porte de Versailles aujourd'hui, cette année. Ok, à 5 heures du matin, on sait que vous partez très tôt le matin, donc il y a aussi cette nécessité de s'entendre bien et de pas se laisser gagner par la fatigue et le partage, la passion. Ouais, en fait c'est vraiment un marathon puisqu'en fait on se lève très tôt, on finit très tard les étapes. Là en l'occurrence les arrivées pour nous dans notre catégorie c'était entre 21h30 et 22h le soir. Pourquoi? S'il y avait des pannes ou parce que c'est... Ah non, c'était les horaires prévus et en fait il y a quand même plus de 200
280 voitures sur la course. Il suffit qu'il y ait une personne ait un accident au début de la journée, en fait ça va décaler tout le planning pour la journée. Ah oui. Et en fait on se retrouve le soir avec des décalages qui peuvent être assez importants. Donc c'est vrai que c'est un vrai marathon, c'est des journées qui sont très longues. Donc faut avoir confiance dans la voiture et confiance dans la personne qui est à côté de soi. Alors je reviens sur 2 points que tu disais, accident et confiance. Des accidents, on se rend pas compte, c'est fréquent ou c'est vraiment la faute à pas de chance? Et est-ce que il y a un degré d'accident? Alors après, je peux englober l'accident. Ça peut être aussi la panne sur une spéciale, donc la voiture est à sortir, une panne sur circuit. Après des accidents, il y en a un petit peu effectivement, mais bon parce que c'est forcément lié à une compétition automobile, donc voilà. Les gens il y a vraiment des gens qui occultent complètement le fait que c'est des voitures un peu anciennes qui doivent être ménagées. Non, il y en a qui roulent vraiment. Les niveaux de préparation des voitures aujourd'hui sont vraiment très poussés dans la catégorie compétition. Donc effectivement, c'est pas celle où tu étais. Voilà, moi j'étais en régularité, donc une compétition qui est différente, et la catégorie compétition qui est vraiment l'idée du meilleur chrono sur spécial ou sur circuit. Et non, effectivement, c'est des voitures qui sont très bien préparées et avec des pilotes qui parfois sont même semi-professionnels. Donc c'est la gagne, quoi. C'est vraiment la gagne et avec effectivement qu'elle soit de 1965 ou de toute neuve, ils vont rouler de la même manière, quoi. On parlait de confiance. Du coup, comment ça se passe quand tu le fais? De toute façon, on le fait forcément à 2. Oui. Donc, on partage. Vous avez une idée bien précise, préconçue. Ça se fait un tirage au sort. C'est parce que c'est celui qui a le moins bu à la fête de la veille. C'est celui qui est le mieux réveillé. Comment on décide qui va prendre le volant? C'est un peu tous ces paramètres qu'il faut prendre en compte. En fait, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que en fait, au début, on avait envie de rouler à fond, mais en fait, au final, c'est quand même beaucoup et des très longues journées. Donc, en fait, on est obligé à un moment de laisser le volant pour pouvoir réapprécier après. C'est vraiment passer le volant pendant 2-3 heures, puis comme ça en enchaînement. C'est hyper important. Donc après ça, c'est vraiment suivant les subtilités de chacun. Ceux qui préfèrent les rallyes, ceux qui préfèrent plutôt le circuit. Moi, j'étais plutôt amateur des spéciales de rallye. Le circuit, pour le coup, Maxime les faisait un peu plus. Et après les liaisons, c'est aussi très agréable. Et donc là, on se départageait un peu à 50-50, quoi. Donc ça dépend vraiment. Et que tu sois compétition ou régularité, c'est le même parcours, c'est les mêmes étapes, c'est la même motivation. C'est la même chose. D'accord. Okay. C'est la même chose. Il y a même autant envie de gagne. Et honnêtement, le rythme est franchement assez même similaire sur l'organisation, puisque les délais quand même sont assez short. Faut pas avoir on n'a pas le temps de regarder le paysage au bord de la route, quoi. S'arrêter et prendre un petit sandwich. Ouais, non, on n'a pas le droit. Ouais. On reparle voiture. Du coup, tu nous as donné un peu le détail de la tienne. Si on peut revenir en 2 secondes aux voitures éligibles, et je complète la question en te demandant celle qui t'a le plus subjugué sur cette édition. J'ai cru voir qu'il y avait des Ferrari absolument très exclusives, donc si tu peux nous en dire 2 mots. Alors en fait, pour pouvoir participer à cette compétition-là, il faut avoir une voiture qui a fait la compétition à l'époque. Donc c'est une course qui a commencé dans les années 50 et qui s'est terminée à la fin des années 70. Donc du coup, il faut que ce modèle-là ait participé à l'époque à la course. Donc il peut y avoir des voitures extrêmement populaires comme des R8 Gordini, même la 2 chevaux a fait le tour auto. Mais après, il peut y avoir effectivement des voitures assez exclusives qui à l'époque gagnaient. Donc sur l'édition 2024, pour moi les voitures les plus incroyables qu'il y a eu, alors forcément on l'a beaucoup vu dans les réseaux, c'est la Ferrari 512 M, donc qui a gagné le Mans mais qui a aussi fait le tour auto, donc ça c'est très impressionnant. Il y a une très belle aussi une Fiat 8V Zagato, un modèle qu'on voit très rarement, des années 50, carrossé par Zagato, moteur V8 de chez Fiat, très belle voiture. Après la mienne, bien sûr. Bah, forcément. Et du coup, justement, la tienne, ça fait partie des modèles qui sont entre les très exclusifs dont tu as parlé, les très populaires dont aussi on sait qu'il y en a à chaque édition. Il y en a beaucoup des coupés Burton, comme on a tendance à l'appeler. Alors en fait, le coupé Burton en alpha, il peut y en avoir des très exclusifs comme des versions assez classiques. C'est-à-dire que on prend une GT1, esthétiquement ça va être la même voiture qu'un GTV 2000 Veloce, un peu plus élargi. Après, on est sur une gamme de prix qui est complètement différente. Donc ça, c'est vraiment des voitures qui sont effectivement très exclusives avec une carrosserie en alu. Des 2000 pour le coup comme la mienne, je pense qu'on avait 2 qui ont fait la course cette année. Donc au final, il n'y en a pas tant que ça. Après, je pense qu'ils essayent toujours de garder beaucoup de variété dans les plateaux. Donc voilà, avoir quelques alphas, beaucoup d'autres modèles, enfin avoir un petit peu de tout, quoi.
Pour l'anecdote, il y a une petite coquetterie, comme j'aime bien le dire, sur cette voiture. C'est la version Scalino, si je dis pas de bêtises, qui est qu'on appelle boîte aux lettres parce qu'elle avait cette. Mais c'est pas la tienne, parce que je crois que c'était les premières versions, c'est ça, c'était. C'est ça, exactement. Effectivement, une petite fente qu'on pouvait pas considérer comme une boîte aux lettres, qui est assez rigolote. Et voilà, sur les GTA, qui ont quand même pas mal roulé là cette année sur le Tour Auto, ont cette petite boîte aux lettres sur le devant du capot. Pour parler juste un tout petit peu d'argent, la GTA, donc le spectre le plus large, on est dans des budgets de 100-300 000 euros selon les préparations. Sur les préparations, mais c'est en gros à 250-300 000 euros. Le modèle le plus petit, si je dis pas de bêtises, c'est la Junior. La Junior 1300. 1300, qui était volontairement l'entrée de gamme à l'époque aussi, qui était apparue après, qui est autour de 28 000 euros. Et la tienne qui est 35, entre 40, 45. Voilà, c'est ça, entre 40 et 50. Et d'ailleurs, on vous le mettra en insert. C'est des voitures, puisque c'est aussi des voitures qu'on peut utiliser tous les jours, et t'en es la preuve, qui ont connu une belle évolution de leur cote et de leur prix marché depuis 5-10 ans, et qui théoriquement devront bien se comporter parce qu'elles rallient à peu près tout ce qu'on peut imaginer. On peut être à 4 dedans. Même si c'est pas forcément, il y a un coffre. Alors faut enlever l'arceau, parce que si avec l'arceau ça marchera pas, mais sinon on peut être 4. Oui, non, mais dans la version non préparée, il y a un coffre, il y a l'arceau et on peut se faire plaisir. C'est un très grand coffre. C'est effectivement, elle est super fiable comme voiture. Pour le coup, sur une compétition complète, là, j'ai vraiment eu presque pas de problème. Donc c'est aussi pour ça, je pense que c'est des voitures qui ont signé leur code, c'est qu'elles sont très modernes dans leur conception, qui date quand même de la fin des années 60, quoi. L'interaction homme-machine est quand même vraiment à son aboutissement, parce qu'il y a de la puissance. Il y a du plaisir, mais il y a quand même encore ce grand volant un peu cerceau. Il y a ces rapports de, bon bref, il y a un engagement, j'imagine, quand on veut la porter un peu vite, et surtout sur des routes ouvertes comme ça doit être génial. Juste avant de parler budget, parce que c'est toujours intéressant aussi d'avoir un peu l'envers du décor. Demain, c'était ta première édition ou pas? Première édition, effectivement. Ça te donne envie de le refaire ou pas? Chaque année. D'accord. Ton top 5. On retire l'aspect purement budgétaire, ton top 5 des voitures avec lesquelles tu aimerais le refaire. Est-ce que c'est forcément la tienne? Tu dis c'est la typologie ou allez Jaguar. Sans l'aspect budgétaire, l'idée je peux faire avec ce que je veux. Oui, bah oui, on se projette là, on se fait plaisir, on est déjà en Noël. Ok, bah en fait, moi en voiture qui m'a vraiment fait fantasmer sur la course, il y avait une très belle Stratos. Donc ça, effectivement, V6 italien, empattement court et vraiment préparé pour le rallye, ça j'aimerais beaucoup pouvoir rouler avec ça. Et après, version française, je trouve que l'Alpina 110, 1600S, vraiment très basse avec les ailes larges, c'est très très impressionnant à voir rouler et je pense que c'est un vrai bonheur voilà pour pouvoir faire une semaine avec. Oui, c'est vraiment les deux typologies de voitures qui sur circuit sont pas ridicules mais pour autant sur les petites routes font absolument ce qu'ils font. Ouais, c'est ça exactement. Et en regardant un petit peu le classement, je me disais que la Type E était peut-être aussi un choix avisé parce que bon, on est quand même dans une gamme de prix un peu plus élevée mais pas non plus stratosphérique et j'ai l'impression que aussi c'est une bonne voiture. Alors je sais pas si régularité compétition, mais voilà, en tout cas c'est une super voiture, effectivement il y en a beaucoup. Alors c'est un peu la question que tout le monde se pose, de savoir quelle voiture il faudrait pour la voiture absolue pour cette course-là. Et donc il y a beaucoup effectivement de Jaguar Type E parce que c'est un 6 cylindres très coupleux. Donc ça c'est un vrai bonheur pour pouvoir rouler bien préparé, ça marche très fort. Et après aussi il y a beaucoup de vraiment l'inverse de Lotus Elan 26R qui sont des toutes petites voitures 580-600 kg avec un petit 4 cylindres qui fait 170 chevaux et ça marche aussi très très bien. Donc quand les Jaguar Type E justement ont des soucis mécaniques et tout, souvent c'est les Lotus qui peuvent un peu prendre le pas et vraiment se hisser assez haut sur le classement. Et MK2 aussi, il doit y en avoir une flopée, non? Alors même MK2, il y en a eu quelques-unes, mais il y en a un peu moins. J'en ai pas vu beaucoup moi de mon côté. D'accord, parce qu'elles sont pas au prix des Jaguar Type E et ça reste quand même elles ont à peu près le même moteur. Elles ont le même moteur. Après c'est beaucoup plus lourd, donc je pense que c'est plus un salon roulant, donc à préparer et à conduire, je pense que c'est plus compliqué que la Type E quoi. Et côté américaine, Ford Mustang, AC Cobra, réplica ouvré, ça doit être très impressionnant sur le bas-côté parce que ça fait un bruit de dingue, ça vibre de partout. Ford Capri, il y avait une Ford GT40 aussi, Mustang aussi qui a vraiment d'ailleurs, qui avait eu des très bons résultats à l'époque en course. Et là, c'était les 60 ans de la Mustang. Ah oui. Donc il y a eu quelques versions qui avaient été préparées pour la course quoi. Donc ça, ton top 3, tu m'as dit l'Alpine, tu m'as dit la Stratos, une dernière.
Et une dernière, après, bon, bah, ça peut être un très grand classique, mais je pense que dans une 911 bien préparée, ça va être très sympa aussi, quoi. Je l'attendais. Ouais, voilà. C'est difficile, incontournable. Est-ce que tu as une ou deux anecdotes, des petites choses incroyables que seul un participant peut avoir vécu, avoir vu ou avoir ressenti? Alors en fait, l'anecdote, c'est la course complète, quoi. C'est en fait le fait de voir ces voitures passer. Enfin, il y a un rythme qui est quand même très soutenu toute la semaine, et en fait, on passe son temps à doubler pour pas forcément être en retard et voir passer des voitures qu'on voit jamais rouler. Donc nous, on avait juste devant nous une Ferrari 275 GTB. C'était hyper impressionnant parce que c'était un père et son fils équatoriens qui roulaient mais très très bien, et donc on suivait pendant toute la course. Ah, pendant toute la course. Parce que en fait, on avait le numéro qui était juste devant nous, donc en fait on était pendant toute la course ensemble. C'est génial, ça. Ouais. Et eux, ça imprime le rythme. De quoi? Ça imprime le rythme. Parce que du coup, bah, si on a envie de les suivre, et puis la vue est juste... La vue est juste magnifique, jaune avec les bandes, je me rappellerai du coup toute ma vie. Et le soir, ils arrivent au parc fermé, aucune assistance, ils ouvraient juste le capot, ils faisaient le niveau d'huile et ils disaient, allez, on va manger. Donc c'était vraiment un style, une décontraction que je trouvais assez impressionnante. Alors voilà, les d'autres, on peut avoir une méga assistance avec 15 personnes qui démontent toute la voiture. Eux, ils roulaient toute la semaine comme ça, en mettant juste le niveau d'huile, et je trouve ça très très élégant. Et gros esprit de compète ou sympa le soir, tout le monde se retrouve, il y a quand même la passion automobile qui rallie tout le monde. Alors c'est ça qui est quand même assez rigolo, c'est qu'effectivement le soir, en fin de journée, qu'une envie, c'est de prendre une petite bière un peu pour débriefer, et c'est là où on entend tout ce qui a pu arriver aux concurrents sur les bords de la route, et des histoires pas croyables, et c'est toujours ça qui est assez sympa, quoi. Donc c'est ça aussi qui est sympa, en vérité. Juste pour finir, une idée de budget, ça coûte combien? J'ai compris qu'il y avait un listing de voitures sur lequel il fallait être précis, on peut pas venir avec n'importe quelle voiture. Il y a des frais d'inscription, une idée d'enveloppe? Ouais. Alors le budget peut être très large suivant si on le fait en régularité ou en compétition, mais en gros, on va dire le prix d'entrée pour pouvoir faire la compétition, si on a déjà la voiture, c'est aux alentours des 15 000 €. Après, ça peut monter très très haut en catégorie compétition, avec l'assistance et les pièces mécaniques qui peuvent casser pendant la course. On peut monter, je pense, à au moins 60 000 €, quoi. D'accord. Ah oui, quand même. Et tu disais quand on a la voiture, si on n'en a pas, il y a des solutions pour en louer. Il y a des choses qui existent autour de ça. Alors louer, je pense que c'est possible. Moi, je sais pas exactement. Après, vous surtout avoir un ami, un bon ami qui a une 275, comme ça, c'est le plus simple. C'est plus simple, ouais, ok. Mais sinon, ouais, non, faut vraiment avoir la voiture pour pouvoir le faire, quoi. Et quand toi, t'avais acheté ta voiture pour tous les jours, c'était déjà dans l'esprit de pouvoir participer à une... Non, je m'étais pas posé la question. Ça avait toujours été un rêve de pouvoir faire le tour auto. Et c'est vrai que je me suis rendu compte qu'effectivement, c'est une voiture qui avait couru et qui avait fait la course. Enfin, je le savais déjà. Et donc, c'est plus que les planètes sont alignées à un moment avec mon coéquipier, on s'est dit c'est le moment pour le faire, quoi. Bon, et puis Elio, pour faire un parallèle avec ton métier, ton activité, est-ce que tous les matins tu te grattais un peu la tête au moment du café en disant quelle montre est la plus adaptée à la journée auquel je vais me confronter, ou est-ce que le soir, j'imagine que beaucoup d'amateurs, beaucoup de passionnés de voitures aiment beaucoup l'horlogerie aussi, voire quasiment tous, est-ce qu'il y avait aussi une discussion et puis tiens, j'ai envie pour le cocktail du soir d'en mettre une autre? Bon bref, si t'as... La vraie question, c'était pendant un mois, 2 mois avant, c'est-à-dire qu'il fallait choisir une montre parce que j'ai pas pu en prendre non plus énormément. Donc non, j'ai pris une montre assez classique liée forcément à la course de compétition, c'est le chronographe. Donc pouvoir calculer les temps, sachant que sur circuit notamment, on établit des temps de référence et après on doit refaire le même temps. Donc c'est important d'avoir un chronographe qui fonctionne bien. D'où la régularité. Voilà, exactement. Mais alors, c'est un chronographe sur la voiture fixé? Il y a un chronographe fixé, mais on peut l'avoir aussi au poignet. D'accord. Et donc moi j'en avais un au poignet et un dans la voiture. Et donc voilà, c'est une montre comme ça que j'ai choisi. Et effectivement le soir on avait aussi beaucoup de discussions liées à ça, puisque aussi Baltic était le sponsor de cette édition. Et donc c'était une montre qu'on gagnait à la fin quand on gagnait la compétition. Je vais vous donner ma sélection si l'année prochaine je décide où je peux m'enregistrer et m'inscrire au Tour Auto. Je prendrai une Mini Cooper parce que je pense qu'elle allie un petit peu tout ce qu'avait dit Elio. Moins de puissance que celle que tu as actuellement, mais peut-être pour une première mise en jambe, pour une première compréhension de ce à quoi on peut s'attendre. Je vous laisse en commentaire donner votre choix.
Faisons comme on a proposé à Helio, mettons pas forcément de contraintes budgétaires. Et finalement, même si on a énormément d'argent, est-ce que c'est la meilleure chose de pousser à son extrême une 275 GTB? Alors quand on fait perfil, c'est sympa, mais sinon, est-ce que il n'y a pas quand même une forme de retenue? Bon, bref, en tout cas, n'hésitez pas à nous donner votre sélection. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas aussi à vous abonner, à liker, à commenter et à activer la cloche. On est ravis, ça nous donne beaucoup de force et ça nous donne aussi plein de motivation pour continuer à avoir à nos côtés des anecdotes comme celle-ci. Et je vous dis à très bientôt.